Au-delà des classiques notions d'espace et de temps, par-delà l'histoire que l'on nous a apprise à l'école, il est une autre vérité où s'équilibrent ombre et lumière, peurs et croyances. Un espace fait de science et de perception, dans toutes les dimensions de l'espace et du temps. Apprêtez-vous à revivre l'histoire de l'homme, notre histoire. Bienvenue à bord d'Il était deux fois l'homme. Bonjour, aujourd'hui dans Il était deux fois l'homme, je reçois le docteur Édouard Broussalian, médecin généraliste homéopathe depuis 1989. En 2011, il a traité le choléra à Haïti. En 2012, il crée le site Planète Homéopathie. Il est le fondateur de l'école d'homéopathie de Genève, école qui suit l'organon du docteur Hahnemann. Depuis 2020, il est comme le sucre dans du lait chaud, il est partout mais on ne le voit pas. Dans ce magma ambiant, il détonne cruellement comme un grain de maïs bio dans un sac Monsanto. Édouard Broussalian, bonjour. C'était tonitruant, c'est excellent. Bon, en fait, petit détail, c'est que le site existe depuis 1996, mais c'est devenu en effet l'école vraiment depuis 2012. Et du fait que, si tu veux, j'ai fini par piger que les gens ils venaient me voir gratuitement, d'ailleurs, une fois par mois à Lyon. Et puis, je faisais des cas en direct. Ils voyaient que bon, bah, ça marchait en plus. Ouais. Et bah, ils ne devenaient pas homéopathes, enfin pour la plupart. Donc, je me suis dit, mais où est le problème? Ben, le problème, c'est qu'en fait, un type qui dit qu'il est homéopathe sans avoir étudié l'organon, c'est un mollusque, quoi. Il n'a pas de colonne vertébrale. D'accord. Et voilà, donc c'est le problème, tout le problème de l'enseignement de l'homéopathie se résume à ça. Mais bon, ça, on fera ça dans un autre volet, je pense. On parlera de l'homéopathie. Ouais, tout à fait. Alors, en 2020, tu as dit que cette pandémie était un hold-up mondial destiné à mettre en place une dictature. Et aujourd'hui, ton point de vue là-dessus? Bon, c'était facile à prévoir, si tu veux, dans la mesure où il n'y a vraiment aucune gloire. Quand tu es en dehors des sentiers, alors il y a deux solutions pour les gens qui sont en dehors des sentiers. Soit ils sont complètement dingues, hein, donc tu peux prendre le paranoïaque qui est encore à peu près assimilable dans la société, et puis par définition, il est en dehors des sentiers, et puis il va tout interpréter, et il va filtrer sélectivement tout ce qui va dans le sens de son délire. Quand, par contre, tu fais partie, je dirais, déjà de la résistance, c'est-à-dire que, ma foi, tu te heurtes à une médecine déjà autoritaire, autocratique et despotique, qui est la médecine classique. Et là, on la voit, j'ai le terme en anglais, mais je dirais fleurir dans tout son potentiel néfaste. C'est très facile de voir venir l'affaire, parce que, bizarrement, ça a commencé par une offensive absolument mondiale, concertée contre l'homéopathie. Et quand cette offensive a eu lieu, je me suis dit, bon, on savait déjà que c'était coordonné, c'est-à-dire qu'on avait des vagues, tu avais des types qui sortaient un bouquin contre la pâte à médecine ou des choses comme ça. Des mecs qui n'avaient aucune foutue idée de ce que c'est que l'homéopathie, mais il fallait tirer dessus à boulet rouge. Et puis c'était périodique, et puis c'était un petit coup ici, un petit coup là. Et là, pour la première fois, c'était pas tant, on avait une campagne mondiale avec 148 Uberlus sortis du néant, qui y sont retournés d'ailleurs, et qui font une tribune pour dire ouais, il faut arrêter ça, les fake médecines, machin. Parallèlement aussi sur le site Facebook, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui arrivaient par meute pour venir t'insulter, te dénigrer, etc. Donc c'était vraiment déjà quelque chose qui apparaissait comme complètement organisé. Aujourd'hui, c'est rien d'autre que la prolongation de ça, hein, puisque tu sais qu'il y a une censure cruelle sur tous les réseaux sociaux, Facebook, machin et compagnie. Twitter, même le tweet du président des US a été arrêté. Je veux dire, bon, donc ces gens n'ont vraiment absolument aucune limite. Oui, puis là, tout récemment, celui du docteur Malone a été descendu aussi. Même Malone, alors qu'il a fait une Ouais. très brillante interview, enfin un très brillant appel, le vibrant, c'est quand même le gars qui invente la technologie et qui dit n'y touchez pas. Donc oui, c'était facile à prévoir, voilà. Et l'idée, c'était que on est, il y a peu de gens. Ce qui est assez marrant, c'est que finalement, il n'y a pas de classe sociale. En fait, j'ai la chance de soigner énormément de gens qui viennent à peu près de tous les milieux. Mais ils ont un truc en commun, c'est qu'ils se sont rendus compte que la médecine classique ne leur faisait pas de bien. Alors, ce qui est triste, c'est que ce soit des laïcs, des patients qui s'en rendent compte, et pas les médecins qui devraient être au premier rang pour dire attends, je prescris tout le temps le même truc, ça ne marche pas, je double les doses, ça ne marche pas, je triple les doses, ça ne va toujours pas mieux, je change parce que je prends un nouveau produit, je suis dans le vent, ça ne va toujours pas mieux. Et je continue d'effrayer mes patients du style, en fait, à la base, c'est la médecine de la peur, je crois que ça peut se résumer comme ça, mais vous ne vous rendez pas compte du risque que
Effectivement, en faisant miroiter à chaque fois le risque infime, s'il devait arriver, qui a tort. Donc, tu as ainsi vraiment l'intrication d'une société qui refuse le risque et qui a tout judiciarisé avec la médecine de la peur, qui a très bien compris toutes ces mécaniques, parce que du coup, si je soigne une angine, par exemple, avec l'homéopathie, qui a la moindre complication, autant tout de suite poser ma tête sur le billot. Le médecin qui sait très bien que ça ne va pas fonctionner, qui sait très bien que c'est toxique pour son patient, tous les traitements qu'il va lui faire ingurgiter, et que de toute façon, il reviendra le voir pour la prochaine angine, il prescrit le truc et il est déchargé. Ouais, mais est-ce que, moi, ma réflexion, c'est est-ce que le médecin est vraiment conscient? Parce que tu as l'air de dire qu'ils sont conscients de faire ce qu'ils font. Mais moi, je me pose la question, parce que j'en ai vu des médecins, et j'avais pas l'impression qu'ils étaient conscients. Moi, j'ai vu des médecins qui lisaient le Vidal devant moi, quoi. Alors oui, mais si tu veux, là aussi, ça s'inscrit dans un processus patient de sélection de qui va devenir médecin avec les études de médecine. Et j'ai le plaisir de dire, au cas où je te fasse un scoop, c'est qu'on ne prend pas les plus brillants. Mm. Et si je vais faire une conférence, par exemple, chez les vétos, alors là, c'est autre chose. C'est un niveau intellectuel qui n'a rien à voir. Alors, moi, j'aime bien, finalement, l'anecdote, enfin, la parabole plutôt des tailleurs de pierre. Tu la connais peut-être, non? Non, du tout. Elle résume exactement le problème. C'est que tu as un maître d'œuvre d'un chantier d'une cathédrale qui visite les tailleurs de pierre. Okay. Alors, il a un avisin qui est en train de taper avec un ciseau et un marteau sur son caillou, puis il dit: qu'est-ce que tu fais? Alors, le gars dit: je taille une pierre. Okay. Il envoie un deuxième qui fait strictement la même chose, qui le regarde, qui dit: je gagne ma croûte, là, je suis content, j'ai pu avoir le job, donc là, je suis tranquille, je vais pouvoir donner à manger à ma famille, c'est sympa, quoi. Okay, puis il envoie un troisième qui lui aussi fait exactement la même pierre, et il le regarde surpris, il dit: comment, qu'est-ce que je fais? Je construis une cathédrale. Donc ça résume strictement tout. Ouais. Et le triste, c'est que Hahnemann, dans l'Organon, il indique dans le paragraphe 1, qui est quelque chose qui va vraiment définir toute la médecine et le médecin, il dit que la seule et l'unique vocation du médecin, c'est de rétablir la santé des gens malades, c'est ce qu'on appelle guérir. Et à travers cette seule petite phrase, tout est dit. Ça Ouais. pourrait sembler être un lieu commun de dire que le rôle des médecins, c'est de guérir. Mais dans ce cas-là, quand tu leur poses la question, c'est quoi votre rôle? On devrait avoir ça comme réponse. Mais on n'a jamais cette réponse, ou quasiment jamais. Si on l'a, c'est que c'est un homéopathe qui s'ignore. C'est-à-dire que tu vas avoir un gars qui va avoir développé non seulement quelques vagues connaissances qu'on lui a fait ingurgiter, c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on sélectionne des gens qui sont juste avec assez de mémoire pour engloutir tout ce qu'on leur demande de faire sans jamais le critiquer. Donc, j'ai toujours dit qu'en philo ou en Sciences Po, ils sont infiniment plus scientifiques qu'en médecine. Et une fois qu'ils ont débité ça, on leur a inoculé la persuasion qu'ils sont au top, qu'ils sont gratins, et qu'on ne peut en rien les remettre en cause, puisqu'ils font de la science qui est validée scientifiquement par la science qui est elle-même. Donc, c'est une tautologie, en fait. Et l'evidence-based medicine, la fameuse pompeuse EBM, qui n'est rien d'autre encore que la sécrétion des labos, puisqu'en fait, tout est pipé. Ils disent: il y a la seule chose qui est valide, c'est les statistiques. OK. Et alors, qui c'est qui produit les statistiques? C'est les Ouais. labos. Oui, exactement comme on a vu ce Ça se qui se passe passe super bien. aujourd'hui avec le fameux, ce Le qu'ils appellent vaccin le à vaccin. 95% Ah bah oui, d'activité, de réussite d'efficacité. Et là, j'ai vu, là, en lisant un petit peu la presse ce matin, j'ai vu que dans Ouest France, ils disaient qu'il y a une étude américaine qui est sortie en disant que ils ont testé 4000 femmes avec le vaccin Pfizer, en tout cas 50% de Pfizer et puis les autres, en disant que, il y avait des prolongations des menstruations chez les femmes, mais d'un jour. Donc, c'était pas inquiétant, jusqu'à même 8 jours, on est dans la norme, tout va bien, pas d'affolement. C'est normal. Oui, alors ça, c'est l'autre histoire. Je pense que la seule manière je dirais, de visualiser ce qui est en train d'arriver, c'est le mec qui saute du 100e étage et puis qui dit: jusqu'à présent, tout va bien, quoi. Ouais. Alors, bien sûr, c'est peut-être vrai, mais c'est surtout contraire à tout ce que l'expérience enseigne. C'est que dès que tu as un petit peu un réseau et des oreilles, alors autant que tu as beaucoup de peine à trouver quelqu'un de mort du Covid, mais alors, par contre, des complications à la suite du vaccin, c'est juste délirant, en fait. Tu te tournes: ah ben, un tel, il a eu ça, l'autre a eu ça. Là, j'ai une amie qui a sa grande copine qui s'est fait vacciner. Plus de règles depuis 3 mois. Alors, elle va voir sa gynéco, et puis qui lui dit: oh, mais ça, c'est normal, on les voit tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a ce que la fameuse étude veut montrer, et il y a la réalité du terrain. Et c'est toujours quelque chose qui mérite d'être souligné, c'est que
tu as d'un côté des études mirifiques qui te montrent à quel point le produit vanté est absolument génial et on se demande comment on a fait pour s'en passer. Et puis, la pratique qui pose deux questions. La première, c'est si ce produit était si génial, pourquoi on ne continue pas à le prescrire dans le temps? Parce que c'est toujours le même scénario. Une fois qu'il a récolté, ratissé le pognon qu'il devait ratisser, ben, il tombe aux oubliettes parce que soi-disant, on te fait le leurre du demain en race gratis, enfin, on va toucher l'horizon. Et donc, il y a le nouveau machin qui est sorti. Et la deuxième question, c'est que ces patients seraient pas mal de demander leur avis. Ce serait vachement rigolo de savoir s'ils sont contents de leur traitement. Et à ce moment-là, pourquoi tous ces gens ils vont ailleurs? Je veux dire, tu as une médecine qui se prétend scientifique, et si c'était scientifique, ça devrait aller de soi, tu comprends? Oui. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ça veut dire que la médecine étant scientifique, elle repose sur une vérité éternelle, et donc il n'y a pas d'autre chemin que cette médecine-là. Dans ce cas-là, ipso facto, tous les patients, sans exception, ou presque, devraient être ravis de leur traitement. Si tu les interviews, la réalité est diamétralement opposée. Et tu te retrouves dans une médecine qui se proclame scientifique, qui a besoin de lois, d'obligations, de force et maintenant de menaces pour s'imposer. Il y a un léger problème quand même. Où est la logique? Oui, et puis moi je me souviens, étant môme, avoir un médecin traitant, ce qu'on appelait le médecin de famille, qui à des moments, quand on était malade enfant, je me souviens, il nous disait, bon, il regardait mes parents, il disait, bon, tu fais quoi là? C'était l'hiver, on était malade. Mon père disait, bon là, on va aller un peu au ski. Il dit, bon, bah, je leur donne rien, le grand air, ça leur fera du bien. Tu vois, il avait cette notion de vraiment dire, je ne donne que si je sais que ça va soigner quelque part. Et du coup, on a ancré, moi j'ai ancré en moi que le médecin était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance et quelqu'un qui allait, oui, me traiter, en fait, et faire son vrai rôle de médecin. C'est fini. Aujourd'hui, tu as juste affaire à des marionnettes, des technocrates. On a affaire à des Les prescripteurs industries, finalement. la plupart des gens voilà, se demandent pourquoi il faut aller à la case médecin avant d'aller à la case pharmacie. Et c'est terrible parce que la médecine, même la médecine classique, s'est totalement coupée de ses propres racines, de la même manière qu'on a déraciné notre société qui est profondément chrétienne, de toutes ses valeurs et tout ce qui faisait le sens de la société, pour mieux déboussoler les gens. Ce faisant, tu ne sais plus ce qui est juste et ce qui pourrait être bon. Et en dégrafant finalement l'intellect et en refusant tout cet héritage qui venait d'Hippocrate, eh bien, on se retrouve à plus savoir ce qui peut être vrai ou faux. Ce qui fait que, Mm. en fait, tout est devenu hors sol pour pouvoir mieux contrôler les gens. C'est ce qu'on appelle en termes concrets l'agnotologie. C'est-à-dire, c'est la science de la non-science, la science de rendre les gens cons et de plus en plus déboussolé, puisqu'en fait, tu vas faire un chaos organisé. C'est l'organisation du chaos. Un peu Ouais. comme dans le cinquième élément, ceux qui ont vu le film, le mec qui te démontre qu'en brisant tout, c'est génial, ça va faire mettre tout en mouvement. Ben voilà, on en est arrivé à ça. Alors bien sûr, ça nécessite ce que je dis d'être complotiste, c'est-à-dire que tu es obligé d'admettre qu'il n'y a pas de génération spontanée, qu'il y a un plan qui est très clairement suivi avec des moyens illimités depuis les générations. Mais malheureusement, dès qu'on a quelques notions à la fois de philosophie, de religion et d'histoire, on est bien obligé d'admettre qu'il y a une probabilité immense que le plan soit en cours. Parce que là, on est vraiment dans le tout marketing. En fait, on a marketé cette maladie, somme toute bénigne, hein, qu'on savait soigner, puisque avant qu'on décide de mettre le monde sous cloche en mars 2020, les médecins traitaient ce SARS-CoV-2 sans savoir ce que c'était vraiment. Pensaient que c'était une pneumopathie un petit peu plus sévère dans certains cas. Et quoi qu'il arrive, ils traitaient. Et puis ensuite, on a mis le monde sous cloche, on a dit, vous ne soignez plus. Et on a commencé à marketer ce truc-là. Et du coup, aujourd'hui, on se sent vraiment au milieu de ce marketing de masse. Il n'y a qu'une seule issue, ça sera le vaccin. Si vous ne vous vaccinez pas, vous n'êtes pas un bon citoyen, etc., etc. Bien sûr. Et ça a été marketé partout. Je ne peux pas me pencher, mais j'ai le titre dans le bulletin des médecins suisses. Tu as l'un des responsables du FMH qui écrit le titre, c'est la vaccination, meilleur remède contre la pandémie. Et le terme marketing est exact parce qu'en fait, tu assistes à une chosification de l'individu à traiter et à une marchandisation de la médecine de plus en plus accélérée. L'idée géniale ici étant que, ma foi, il suffisait d'y penser et cette peur que tu inocules facilement à une mère, parce que tu lui dis, vous vous rendez compte, s'il a la rougeole, c'est une maladie gravissime, il peut en mourir. Ouais. Effectivement, on peut mourir de la rougeole ou on peut avoir une complication de la rougeole.
L'homéopathie est la seule manière de comprendre ça, c'est que l'élément aigu rougeole peut réactiver un fond chronique dormant et induire une complication. Ça, c'est trop compliqué comme notion pour la médecine classique. L'idée, c'est, vous pouvez. Donc, du moment que tu as un risque, l'industrie est là, ça saisit de la peur, et du coup, va te démontrer que celui qui ne veut pas avoir ce risque est un irresponsable, alors que eux, responsables, juste et bons, ils ont la solution pour ta peur. Et l'idée ensuite, ça a été d'amplifier le système jusqu'à limiter tes moindres faits, gestes, mouvements et voyages pour éviter que tu sois un mauvais sujet capable de transmettre cette maladie terrifiante qu'est le Covid. La seule chose que je n'avais pas vue dans l'histoire, c'est là leur trait de génie, c'est qu'on ne parle pas en fait d'une maladie comparable à la peste qui tuait 30% des gens. On parle ici d'un simple rhume. Alors, effectivement, un rhume tue. Si jamais j'ai le malheur de dénigrer en disant vous avez le SARS, qui est censé être le terme SARS, l'acronyme, ça veut dire infection respiratoire aiguë, grave, sévère. Donc, ça fait doucement rigoler. Donc, si jamais tu dis quelque chose et que tu tombes sur Tartampion qui en est mort, du style mon grand-père est mort dans les camps, il est tombé du Mirador. Bon, alors du coup, paf, tu te fais traiter de salaud, d'inconscient, etc. Oui, parce que tu as vu un cas. Et en fait, on va magnifier cette peur, ce qui fait que l'individu se réduit plus qu'à ses émotions aujourd'hui grâce à la gnotologie. C'est-à-dire que l'horizon est presque nul. Chacun étant devenu hyper spécialisé, vaguement compétent dans son tout petit domaine, va faire confiance à tout le discours des autres, lequel est manipulé à souhait. Et vraiment, on a l'impression, on peut expliquer ça avec la physique quantique, mais tu vois, ces grands bancs de poissons qui nagent comme une seule entité, ça fait plus que ça, quoi. C'est terrifiant. Parce que justement, c'est le règne de la déraison, et ce n'est pas non plus une coïncidence s'il y a une offensive tous azimuts contre la pensée grecque et gréco-latine, au prétexte que ce sont des vilains esclavagistes, mais qu'il faudrait les jeter à la poubelle. Alors, dans ce cas-là, je pose la question sur l'islam, qui est profondément esclavagiste et qui nous montre dans des hadiths, d'ailleurs, que le prophète échangeait 2 esclaves noirs contre un esclave blanc, qui continue l'esclavagisme et qui n'a pas vraiment apporté grand-chose à la pensée rationnelle. Donc, c'est complètement fou, et on y va gaiement. Oui. Penses-tu que seule l'insurrection populaire, en fait, puisse être notre salut? J'espère me tromper, mais je ne vois pas d'autre salut. Ça s'est commencé comme ça, par un matin de février à Pétrograd. C'était le tsar n'a décidément pas eu de bol. Il s'est barré pour le front le premier jour où il allait faire beau, jour de la fête des femmes. Il fait grand beau, tout le monde descend dans la rue. Et il n'y avait pas, a priori, de pénurie en plus de bouffe ni rien. C'est ça qui est assez drôle. Eh bien, ici, le problème, il est un petit peu superposable dans le sens que si on pouvait s'adresser à un pouvoir judiciaire qui sont indépendants, des grosses blagues, le pouvoir judiciaire, on voit bien qu'il a des instructions. J'ai l'un de mes amis, par exemple, jusqu'où ça va se nicher. Il est magistrat au prud'homme. Et donc, on leur fait, il y a des gars qui viennent de Paris pour leur faire le topo et surtout refuser systématiquement toute justification pour un employé qui voudra ne pas travailler parce qu'il refuse le vaccin, etc. Donc, on a des instructions qui viennent d'en haut. Et si en plus, donc, tous les horizons légaux sont bouchés, ben, qu'est-ce qui te reste? Il n'y aura plus que 2 solutions, soit de crever lamentablement le temps que tu réalises que tu es en train de crever et de faire crever tes enfants, il sera trop tard, soit de se révolter et c'est la seule issue qui va nous rester. Ouais, parce qu'on voit que quand même l'exécutif pousse à ça. Je veux dire, avec l'intervention de Macron il y a quelques jours qui disait ouvertement oui, je vais emmerder. Ouais, c'est odieux, je veux dire. Ouais. Tu te dis, mais dans quel monde on est, quoi? C'est juste grandiose. À ce niveau-là, je ne sais même plus ce qu'il faut dire. Mais bon, il fait que révéler. Bon, il faut bien admettre que tu prends n'importe quel mondialiste, tu le fous à poil et il ne vaut absolument pas plus que n'importe lequel de ces personnes qu'il estime inférieures et qu'il faut liquider. Et des gens comme des Macron, comme des Véran, etc. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est difficile de trouver plus minable que ces types-là? Parce qu'en plus, il croit qu'il sait parler anglais. Mais alors, il faut voir un peu ce qu'il est allé dire sur la première dame australienne à l'époque où il l'a croisée. C'est juste grotesque. Donc, ce sont des gens qui eux-mêmes sont purs produits marketing. C'est-à-dire que tu tapes, ça fait bonbon, c'est totalement creux. Oui. Ce qui fait l'épaisseur, pardonne-moi, mais ce qui fait l'épaisseur d'un homme, c'est justement sa capacité de réflexion philosophique. En d'autres termes aussi, ça veut dire la manière dont il a acquis la culture gréco-latine. Je suis navré de le redire, mais il n'y a pas à réinventer la roue.
Si tu prends tous ces gens-là, c'est l'exemple ultime. Ils pensent, parce que l'idée, c'est qu'ils vivent dans le paradigme de la technocratie qui fait croire que demain, enfin, on va raser gratis. Donc, tu es dans cette sorte de tourbillon incessant qui annihile toute pensée, qui la spécialise dans le domaine de ouais, j'ai trouvé un chip qui va 2 fois plus vite, c'est génial, on va pouvoir aller 2 fois plus vite, d'accord, on en fait quoi? Personne ne se pose la question. Et tu es dans l'ère de il suffit de vendre le vent et que mon baratin, ça va fonctionner. Hitler a cru à ça toute sa vie. Grâce à ça, il a perdu la guerre. Mais l'idée, c'est que la réalité et ce que tu as dans la tête, c'est 2 choses différentes. Oui, et puis moi, j'ai vu très vite pendant la campagne de Macron que derrière cette campagne-là, c'était des gens, notamment publicistes, qui étaient derrière. Et je me suis dit, oula, ça c'est un produit marketing. Et ça nous est vendu comme un produit marketing. Et c'est aussi ça qui a rendu cette image de ce mec qu'on connaissait franchement pas beaucoup plus que ça au niveau politique. Il y a eu, je ne sais plus, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu au moins 50 000 articles sur lui en un an, alors qu'il est là encore, c'est comme les 140 incognitos, ils sont sortis du néant. C'est un homme qui a été fabriqué, marketé, voilà, on en est là. Mais le problème, c'est que ça marche. Et celui qui a démontré ça, c'est le double neveu de Freud, qui s'appelait Edward Bernays. En français, ça fait Bernays, c'est pas mal non plus. Ouais. Et qui a montré que, dans un régime démocratique, il faut influencer les gens. Et on est parti du contrôle du consentement aujourd'hui à la soumission. Ouais. Oui, puis moi je me souviens des travaux de Bernès sur l'implication des États-Unis pour rentrer dans la Première Guerre mondiale. On a fait appel à lui pour faire changer justement l'opinion américaine sur le fait d'entrer en guerre, parce qu'en 1917, il n'était absolument pas question que les États-Unis rentrent dans ce conflit européen finalement. Et puis avec l'intervention de Bernès, les États-Unis, en tout cas le peuple américain, a dit oui, oui, on y va. Et je me souviens, je crois que c'est encore lui qui a fait rentrer dans les mœurs que les femmes pouvaient fumer. Absolument, pour Hein. montrer que c'était leur indépendance. Donc, montrer que vous êtes indépendante et que vous êtes une suffragette, fumez. Et il a aussi fait le coup du bon petit déjeuner. Ils ont aussi manigancé les guerres parce que en Amérique du Sud, j'aurais pu dire le nom du pays, je ne suis pas sûr, soit le Guatemala ou l'Équateur, les gens avaient l'audace de réclamer leurs terres pour pouvoir cultiver et que ça faisait de l'ombre à l'industrie bananière. Donc, ils ont fait une guerre aussi organisée par Bernays, etc. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on connaît. Et je suis très content de voir que tu connais tous ces points parce que malheureusement, on n'est pas nombreux, je le crains. Et le changement d'attitude des États-Unis aurait dû, c'est un peu comme dans Fondation, c'est quand même bizarre qu'une planète entière qui a été pillée, l'université n'a pas été pillée. Ce qui compte toujours, c'est le truc qui est l'incident du chien. Les chiens auraient dû aboyer dans Sherlock Holmes, mais ils n'aboient pas. Ouais, ouais, ouais. Et ici, tu as une nation profondément ancrée dans le fait de ne pas faire la guerre qui subitement change d'avis sous prétexte que tu as 3 bateaux qui sont torpillés, que c'est intolérable, etc., etc. Et ça aurait dû être quelque chose qui soit vu, enseigné, compris. Parce que pour l'entrée en guerre, il a fallu aussi bien comprendre que l'étalon or devait être supprimé. Sinon, on ne pouvait pas faire face à des dépenses délirantes de guerre totale. Et tout ceci coïncide aussi avec la mise en place de la Fed, qui représente la capitulation en fait, des États-Unis devant la puissance financière des Rothschild et consorts. Chose que Trump, d'ailleurs, avait le, réussi à le dégager. Hein. troublion, le troublion. Je ne pense pas qu'il ait pu réussir à les dégager Non, parce que mais on en vient à mes procédés fascistes. La seule manière, ça va être de les exécuter. Au total, ça fait 3 000 à 4 000 personnes à liquider. Mais sans ça, le monde ne respirera pas. C'est aussi simple que ça. Et donc après, tu vois comme tous ces éléments s'imbriquent les uns dans les autres parce que les États-Unis vont entrer en guerre. Alors à ce moment-là, on peut lâcher la Russie. Et de manière très concomitante, tu vois arriver une révolution russe sortie à peu près du néant. ouais. Et tu te rends compte, là encore, que c'est le grand capital qui a financé ces atrocités-là. Et ainsi de suite. Ça leur sert de laboratoire, de la même manière qu'ils ont financé Hitler pour servir aussi leurs intérêts. On a des lettres de Hitler avec le banquier de New York. Il dit, voilà, bon, si vous voulez que je prenne le pouvoir de manière régulière, ça va coûter tant. Si vous voulez qu'on fasse un putsch, ça va coûter plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ouais. Et le monsieur tout le monde qui commence à s'intéresser à ça va avoir les yeux qui vont exploser. Les Américains, par l'intermédiaire de la BRI,
à Genève ont continué de transférer des brevets. Donc, ils leur ont donné aux Allemands tous les brevets pour faire de l'aviation, alors que là, tu peux créer ex nihilo Oui, des c'est vrai que avions. du jour au lendemain, ils Il ont l'a eu une pris. armée mirobolante, énorme, ouais, avec des savants. Wouh. Voilà. Donc, voilà. Et pour Wikipédia, le complotisme, ça n'existe pas parce que l'histoire est linéaire et tout se passe de manière évidente au grand jour. Mais bien sûr, c'est la politique. Ce qui se passe, ce n'est que la finalisation de tout un tas de courants souterrains qui ont amené à ça. De la même manière que tu regardes une belle montagne qui te semble immobile, elle est là parce qu'elle est le pur produit de forces absolument titanesques qui nous échappent, mais qui l'ont fait sortir là. Ouais. Je voudrais revenir aussi sur un point vraiment crucial dans toute cette pandémie, parce que moi j'appelle ça une pandémie. Mhm. C'est là on a vénéré, oui, vénéré un culte, mais incommensurable au dieu PCR. On ne parle plus qu'aujourd'hui que de cas, des cas, des cas. On a vu là avec les fêtes l'explosion des cas, 100 000, 200 000, 400 000 par jour. Et tout ça justifie, plus on dénombre de cas, plus les gens vont se faire tester, plus ils ont des Covid. Tout le monde aujourd'hui n'a que le Covid. Alors, du coup, si on fait s'écrouler ce dieu PCR, il y a plus rien, quoi. C'est ce que Rainer Fulmich a montré très bien. Il a expliqué que tout le système ne tient que grâce à la PCR. Donc, dans mon article que tu as dû regarder, j'ai creusé un peu la question. On se rend compte que Drosten, d'abord, n'est même pas médecin. Il a usurpé son titre. Que, fort de ça, l'article qu'il a publié sur le test PCR pour valider l'infection a été adoptée en 3 jours après sa publication par l'OMS, qui est complètement démentiel, ça ne s'est jamais vu nulle part. Et l'un dans l'autre, effectivement, avec le nombre de cycles d'amplification, plus le fait qu'on ignore ce qu'on est en train de tester comme séquence de génome, qui est probablement une séquence de rhume trafiquée, du propre aveu de la FDA. Je dois avoir le PDF dans un coin. Alors là, tu te dis, mais on est en train de nager en plein délire. Mais là encore, Lénine, si c'est vrai que ce soit lui qui a dit cette phrase, avait raison. Plus c'est gros, plus ça passe. Et tu es devant quelque chose qui est entièrement manufacturé. Ce sont des gens brillants qui ont compris. La preuve en est, regarde, tu prends un type comme Macron, qui est vraiment, je dirais, une coquille vide. Tu peux le fabriquer avec une stature de président, et il nous montre bien quelle est sa stature par ses récents propos. Ouais. Il n'y a aucune raison dans ces conditions de ne pas fabriquer un réel, un narratif. Nous avons une maladie grave, nous n'avons que le vaccin, aucun traitement ne marche, et avec, dans la réalité, une accumulation de crimes contre l'humanité qui est bien plus grande que ce qu'on a vu chez les nazis. Les Américains aussi, dans le fond, parce qu'empêcher de traiter, la dernière fois que c'était arrivé, c'était à Hiroshima. Les Américains ont empêché les Japonais de se soigner pour regarder clairement de quelle manière tu crèves des radiations et chez les survivants de la bombe. Ils s'en vantent pas trop, mais c'est en pratique ce qui s'est passé. Et donc, empêcher les gens de se soigner, empêcher les médecins de soigner, c'est une première forme de crime contre l'humanité et à très grande échelle, pour lesquels Et, ces gens doivent être pendus. et moi, je me dis, en voyant tout ça, on est clairement dans une expérience de 1000 grammes. On revit MK Ultra, où c'est la continuation finalement. Ça ne s'est Bien sûr, certainement jamais arrêté, puisque bien sûr, depuis qu'on est môme, on bouffe de la pub. Quand on va bien dans un sûr. magasin, inconsciemment, on va acheter ce qu'on a vu à la pub, quoi. Donc, L'objectif de ce système planétaire a été, à travers la mise en place du contrôle complet de la monnaie et donc de toutes les économies, ça a été finalement l'abolition des consciences. Parce que ce qui te guide, normalement, ce qui devrait te guider dans la vie, c'est ta conscience. Je fais quelque chose parce que c'est juste. Je vois un enfant qui est dans la détresse, je le prends dans mes bras, c'est ma conscience. Je vois que j'ai une mère qui arrive éplorée en larmes, qui me montre son fils qui est transformé dans l'état que je vois 3 jours après qu'on lui fait l'injection. Tu la prends dans tes bras. Mais c'est trop facile de faire des statistiques et de transformer ça en chiffres. Tu comprends? Donc, ouais, ouais. on est dans un monde qui part en couille, tout simplement parce qu'on a annihilé la conscience. Et annihiler la conscience, il fallait 2 choses. Annihiler les enseignements de la religion et annihiler l'enseignement de la raison. Du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont simplement réduits à leurs émotions. Est-ce que je bande, est-ce que je bande pas? Et quand est-ce que je vais pouvoir assouvir mes besoins les plus basiques? C'est-à-dire qu'on en revient à un cerveau purement reptilien, baiser, bouffer, dormir. Ouais. Et justement, moi, je me faisais la réflexion aussi là-dessus, c'est qu'on nous a élevés dans la malbouffe.
Et j'ai envie d'étendre cette malbouffe à la malbouffe aussi intellectuelle, c'est-à-dire qu'on nous gave à longueur de journée avec 23, 30, 40, 50 chaînes de télé, des émissions plus débiles les unes que les autres. Les supermarchés sont remplis de malbouffe, mais tout va bien. Les publicistes continuent à faire l'apologie de cette malbouffe en disant c'est super, il y a un super goût. Oui, on a arrêté l'huile de palme, vous comprenez, c'est pas bon. Mais bon, on ne dit pas tout ce qu'il y a dedans. Et du coup, le fait d'avoir été élevé dans cette malbouffe, on est quelque part lobotomisé, je veux dire, on est complètement, ouais, comme tu dis, assujetti aux ordres. Quelque part, on attend les ordres de qu'est-ce qu'il faut faire. Bien sûr, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, le problème que tu soulèves, c'est celui de la production du chaos et de la confusion par la prolifération de tas d'informations discordantes, ce qui fait que tu ne peux plus savoir en qui tu peux avoir confiance et quoi croire. Et c'est ça l'idée de base. Et il y a un autre mécanisme ici qui est relevant, je pense, c'est tout ce qui est du relativisme. Parce que du coup, en faisant une profusion chaotique d'informations dans tous les sens, et tu deviens incapable de trier entre le bon grain et l'ivraie, et tu te retrouves dans la situation où tout est relatif finalement. Tout le monde a sa propre vérité, dans le fond. Tu vois, un mec qui vient te décapiter parce que son système te demande de le faire, je dois le respecter autant qu'un sage bouddhiste qui exprime que même d'écraser un ver de terre, ça ne peut pas se faire. Tout est nivelé par le bas, ce qui fait que ça entraîne là aussi un nivellement par le bas. C'est-à-dire que si l'opinion du dernier trou du cul vaut autant que celle du très grand spécialiste dans son domaine, ce qui est exactement le cas aujourd'hui, Ouais, oui, bien sûr. eh bien à ce moment-là, à quoi ça sert de produire des efforts pour devenir compétent? Donc, on a là aussi un espèce d'engrenage qui tire vers le bas. Et si tu lis les pensées des types du 18e, 19e, et que tu compares avec ce qu'on produit aujourd'hui comme littérature, tu es un petit peu dans la merde quand même. Oui, moi j'ai beaucoup relu Shakespeare et N'est-ce pas? le niveau de ces gens-là, parce que j'ai fouillé aussi, donc Shakespeare, Tu c'était rigoles, un hein? nom d'emprunt. Ils étaient au moins 2 ou 3 à écrire sous le pseudonyme de Shakespeare. Et Tu as pleuré, hein? c'est d'une puissance, c'est d'une justesse, d'une réalité. Pour moi, ayant relu Richard III, j'avais aussi lu Mein Kampf parce que je voulais comprendre comment ce petit nasillon a fait pour faire ce qu'il a fait. Et tu te dis que tout était déjà écrit dans Richard III. On s'appuie sur les mêmes mécanismes, sur le même levier. Et ben, je pense que Shakespeare a encore très bien vu ça. Je crois que c'est dans Macbeth. L'idée, c'est qu'est-ce qu'il dit? J'essaie de te redire ça parce que sinon, je vais peut-être l'avoir en anglais. Mais il dit nous sommes plus effrayés par nos terreurs imaginaires que par les réels dangers. Et les gens Ouais. qui nous soumettent aujourd'hui ce Covid, ils ont vraiment lu Macbeth, quoi. Ils ont bien compris. Et le premier, c'était Orson Welles à faire croire par la radio qu'il y Ah avait le oui, débarquement des ça Martiens. c'était Les énorme. mecs qui tirent sur les réservoirs d'eau et tout. Bon, bah, tout était dit, en fait. Le truc terrifiant, c'est que on a laissé un pouvoir illimité à des gens qui ne sont pas forcément capables d'en user avec sagesse. Et c'est ça le problème. Comme je concluais dans mon petit article, finalement, ça se résume à une chose, c'est que tu ne peux plus tolérer cette notion d'enrichissement illimité. Ouais. Parce que tu laisses du coup un pouvoir exorbitant entre les mains de quelques-uns qui ne sont pas parmi les meilleurs, parce que ni toi ni moi on sera riche, parce que même si on gagne de l'argent, on va pas l'accumuler jusqu'à devenir riche, on a à peu près un processus normal. Pour devenir riche, il faut une forme de psychopathologie. Et donc, on laisse du coup les rênes à ces gens-là. Donc, tu prends tous les... Oui, puis on voit les bénéfices, ça sort régulièrement dans la presse, les bénéfices de ces labos qui nous vendent ces vaccins là, depuis 2 ans. Oui, Si je dis pas évidemment, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai entendu parler de 10 000 euros par seconde de bénéfices, je crois, un truc comme ça. oui, c'est C'est possible. Je ne pas... suis pas capable de connaître leurs Ouais. bénéfices, je ne connais pas leurs dépenses, mais leurs dépenses, en effet, ce qui est certain, si tu prends un truc comme Pfizer, multi-condamné, multirécidiviste, je pense que l'information est certaine, ils dépensent beaucoup plus en budget marketing qu'en budget recherche. Et en effet, tout est sous-traité, en fait. Ils sont allés chercher la technologie chez le Turc, qui est de la boîte de BioNTech, pour aller faire un produit et faire du bénéfice avec ça, etc. Et on arrive à cette notion de bénéfice obscène. Je pense qu'il n'y a plus d'autres termes à ça. Ce qui fait que tout le monde se couche et ce qui fait surtout que c'est la mort de la démocratie. Ça veut dire en fait que tout se passe dans les coulisses et dans la corruption. Et que tout le système, comme dit Jean-Dominique Michel, c'est de la corruption systémique. En fait, tu marques, il n'y a plus rien à Ouais. tirer. Et c'est cette notion qui apparaît d'état profond.
C'est-à-dire que derrière les marionnettes, comme les... Alors, oserais-je parler de Biden, par exemple, qui est arrivé Oh ici là là là. au terme de l'élection la plus magnifiquement documentée comme étant truquée, et qui est lui-même un débris, et tu te doutes bien que c'est un État profond derrière qui gouverne. En réalité, le pauvre, il n'est pas capable de gouverner plus que quelques heures par jour, très probablement, dans l'État où il est. Et puis, tu as l'autre version, marketing, jeune loup avec les chaussures pointues. Tu sais, ils ont toujours un costard. Il y a tout un Ouais, code. il y a Trudeau Un code au Canada, au Trudeau, Québec, je veux voilà, dire, il y a qui se fait filmer Macron partout. ici, Boris Johnson en Angleterre. C'est Et puis grandiose. ils ont mis des nanas quand même dans les pays du Nord, où tu t'es dit, ah, moi je me suis dit, quand elles sont arrivées au pouvoir, c'est pas mal, ça change un petit peu, elles seront peut-être moins Ouais. bêtes que des mecs. Et puis finalement, Non, bah non, c'est non. tout pareil. Tu faisais du sexisme à l'envers en croyant Voilà. qu'une femme soit mieux qu'un homme. Et puis, si je te prends la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a parlé de zéro Covid, mais je veux dire, mais ces gens, dans quelle réalité ils vivent? Ils pensent vraiment qu'ils vont arrêter un virus. Et même pire que ça, ils pensent qu'ils vont arrêter une épidémie avec une vaccination, alors que ça ne s'est jamais vu. Jamais. Ça ne marche pas une fois pour toutes. Bon, alors, si on avait Alors, les moi, médias, justement, je voudrais rebondir là-dessus. C'était ma prochaine question, mais justement, on va y aller tout de suite. j'espère que j'ai assez de batterie, parce que j'ai oublié de recharger mon ordi. Est-ce que dans l'histoire de l'homme, la vaccination a éradiqué une maladie une bonne fois pour toutes? Jamais, jamais, je suis navré de te le dire. Alors, l'idée, c'est de piéger le pseudo-scientifique, la médecine classique, qui va à ce moment-là immanquablement hurler en disant oui, la variole. Et c'est très intéressant parce que tu noteras déjà pour un processus qui a l'air d'être si scientifiquement établi, alors qu'on n'a aucune étude en double aveugle sur l'efficacité d'une vaccination et encore moins d'études sur les effets cumulés de toutes ces vaccinations. C'est grandiose, on nage en plein délire. Eh bien, c'est intéressant de noter qu'il n'y a qu'une seule et unique maladie dont on peut se réclamer d'avoir éradiqué. Alors, je ne peux pas te faire la physiopathologie tout de suite de la variole, mais l'intérêt de la variole pour l'éradication, c'est que les malades commençaient à être contagieux quand les pustules commençaient à apparaître. Donc, c'était très facile de voir que là, tac, tartempion, il devient contagieux, hop, on le fout dans une boîte, on adore que ça se passe. Donc, on le mettait à l'isolement. On le mettait à On l'isolement. le Et bien confinait, entendu, finalement. on confinait les malades. Voilà, on est d'accord. Pas les bien portants. Jamais encore, on a confiné les cas bien portants. Si, ça s'est fait en 1760 à Marseille pour l'épidémie de peste et on a vu que ça ne servait strictement à rien. Et donc, ça faisait quand même au moins plus de 3 siècles qu'on savait que le confinement des gens en bonne santé ne servait à rien. Mais tu vois, là encore, tout le marketing, on te fait un conseil scientifique qui fonctionne hors sol, en dépit de toutes les lois qui devraient demander qu'on ait accès public à leur minute, rien n'est fait. Enfin, tout est bafoué, violé, alors le marketing continue de fonctionner. Et donc, effectivement, la variole n'a été arrêtée que parce qu'il y a le confinement, et c'est quelque chose qui est déjà admis dans le rapport final de l'OMS, donc tu peux télécharger les exemplaires en 5-6 langues, et quand tu lis, je vous ai sorti des extraits dans mon article qui est paru dans l'EMCIB. Quand tu lis, ben oui, il t'explique que dans les pays où on atteignait presque 100% de vaccination, il y avait des flambées épidémiques. Alors de là, tu sais, la question c'est que il y a le réel que tu observes et il y a l'interprétation que tu en fais. Ouais. Et ça, il y a tout un monde entre les deux. On sait par exemple que Galilée a observé Uranus. Il a noté qu'il y avait un truc qui se déplaçait dans le ciel, donc techniquement parlant, c'est un astre errant, ça veut dire que c'est une planète. Mais il n'a pas été capable de faire le pas conceptuel pour dire je suis en train d'observer une planète qui est trop faible pour être vue à l'œil nu, mais que je vois dans mon machin. Ici, de la même manière, tu es tellement devant des gens qui sont embourbés dans leur paradigme vaccinal, qui est, entre parenthèses, une déformation monstrueuse de l'homéopathie, qu'ils ne peuvent pas s'expliquer qu'il y a une flambée. Ils te le notent quand même. C'était encore une époque où, dans les années 60, on pouvait encore trouver des gens honnêtes. Et personne n'ose penser qu'éventuellement, ces flambées pourraient provenir de la survaccination. Tu vois, ouais. C'est ce qu'on appelle l'effet Buchwald, c'est-à-dire que quand tu vaccines pendant l'épidémie contre une maladie, tu vas démultiplier les effets de la maladie. On a plein de médecins qui étaient bravement sur le front et qui sont morts parce qu'ils se sont fait vacciner en disant « Oh là là, j'ai touché les cas contacts, machin, vite, vite, faites-moi un petit vaccin au cas où. » Crac. Tu vois, oui, mais en même temps, tant que tu vaccines pendant l'épidémie, tu génères des variants.
Ben, c'est l'usine à variants, et moi je ne suis pas compétent, mais un type comme Montagnier, qui est légèrement un peu plus compétent que moi, il a expliqué très clairement, mais tout le monde s'en fout. L'idée, c'est qu'on va se torcher avec les gens compétents, pourvu qu'on ne sélectionne que les gens qui sont dans la narration, dans la doxa du système. Il faut savoir aussi à cet égard que peu importe, et c'est ça qui est magnifique, c'est que peu importe la réalité de la narration, Ouais. l'essentiel, ce qui est demandé aux croyants, c'est d'adhérer à la narration. Tu comprends? Ouais, on demande aux croyants de croire. Bon, nos croyants de croire. Là aussi, c'est une tautologie. Mais l'idée, c'est que le nombre infini de lèche-bots qui vont essayer de susurrer ce qu'ils peuvent des gens qui détiennent les rênes, tu vois, tous les lèche-bots derrière les Macron et machin, donc ils se déclinent dans une infinité de gens jusqu'à finir dans le fond d'un bar. Plus tous les non-pensants, les pauvres qui font confiance et qui disent oui, ben on me dit qu'il y a 200 morts par jour avec Omicron, etc. Eh bien, tout ça entraîne, l'idée, c'est que pour être accepté dans la société, tu dois adhérer à la narration. Tu comprends? Ouais. Tu as la narration d'un très grand Lénine, qui est multicien, d'un très grand Oui, c'est penseur. l'appartenance à un groupe C'est finalement. juste l'appartenance. Et c'est ça qui est terrifiant, en fait. Du coup, peu importe la plausibilité du truc. Tu as un prophète de l'islam dont les exploits seront codifiés, mis par écrit 2 siècles et demi après son existence supposée, mais tout le monde est prié d'adhérer à tous ces faits et gestes, etc., qui sont narrés que par une seule personne. Si tu regardes Ibn Ishaq et Ibn Hisham, pardon, c'est très surprenant. Et en fait, l'idée, c'est que tu arrives, et l'exemple, je prends volontiers, puisque pas plus tard, encore qu'il y a quelques jours, en achetant des luminaires, je me suis rendu compte, c'est que tu as la peur, puisque la société a enlevé la notion de mort pour enlever aussi la notion de conscience. Tu as des très belles lettres de Mozart à son père où il explique que lui qui est tout le temps gay, ben, il pense très souvent à la mort, ça lui permet de vivre. Personne ne fait ça aujourd'hui. On l'a vite escamoté. Donc là, d'un coup, on leur fout la mort sous le nez, c'est la panique. Et donc, on va vraiment, il y a un processus archaïque qui fait que tu vas t'attraper à la première chose qui flotte, c'est-à-dire la narration de système, et tu vas devenir adhérent, littéralement croyant. Le croyant dans le très mauvais sens du terme, parce qu'un vrai croyant, c'est d'abord quelqu'un qui a exercé le doute et qui a fini par renoncer au doute pour dire « Ok, maintenant j'accepte de croire, ça s'appelle la foi ». C'est pas ça du tout. Là, ici, on est dans le mauvais sens du terme croyant, où tu vas te jeter comme un mec qui sort de son bateau qui coule, le premier truc qui flotte, et tu t'y cramponnes. Donc, il y a une sorte de déconnexion de la raison, ce qui fait que tu vas filtrer que ce qui va dans le sens de la narration. Alors, ouais, le prof, j'ai raison, il y a 200 morts par jour d'Omicron, vous vous rendez compte, mettez votre masque, vous allez tous nous tuer, c'est terrible ce qui va nous arriver, etc. Et de la même manière, dans tous ces systèmes, tu prends le communiste moyen, l'islamique moyen, il y a une déconnexion complète avec le réel. Tu as quelque chose qui fait que tu te forces à adhérer au narratif. Et une fois que tu as fait ce pas de fidélité, on va te demander toujours d'en faire plus de plus pour encore mieux te verrouiller. Et c'est exactement ce qui se passe avec Macron et consorts au niveau de la planète. C'est qu'une fois que tu as adhéré à la narration, et ben maintenant, l'étape d'après, c'est qu'on va te demander aussi de massacrer tes propres enfants. Dans un premier temps, leur faire porter un masque, ensuite de les vacciner, de les survacciner, de les revacciner, alors que tout le monde de pensant sait parfaitement que c'est non seulement inutile, mais dangereux. Et tu es vraiment dans un processus sectaire. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Oui, puis on est dans des processus aussi tellement complexes et c'est fait pour. Hein. On le voit là, le gouvernement qui a mis en place pour les élèves qui ont fait leur entrée en France là, le 3 janvier, des protocoles en cas de cas contact ou de test positif. Fallait refaire 3 jours après, fallait refaire 7 jours après, 3 tests, etc. etc. s'il y avait Bien sûr, quelqu'un de risque. tu te Et soulignes, c'est un ils en balai. sont, Hein. ah ouais. Ils Tu es en sont vraiment. déjà à faire des changements aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 7 janvier, donc soit 4 jours plus tard, on est en fin de semaine. Ils en sont déjà à accepter le fait qu'ils ont dit, le ministre de l'Éducation a dit oui, ben, on va changer certains protocoles. Il n'y aura pas besoin de recommencer tout le protocole vaccinal pour être sûr que…
La question de fond, c'est de quoi je me mêle? Depuis quand tu as vu un État aussi soucieux du bien-être de ses citoyens qu'il administre? Je veux dire, là Jamais. aussi, on devrait vaguement se poser la question. Euh, Tout commence par le contrôle et la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on a vendu au peuple la notion de sécurité qui est juste antinomique avec la notion de risque. Si tu veux être libre, c'est-à-dire que tu acceptes le risque de vivre. Tu acceptes le risque d'être libre, ça veut dire de te casser la gueule parce que tu es monté trop haut, la liberté et la sécurité sont en relation inverse. Donc, liberté égale 1 sur sécurité. Point, barre. Donc, aujourd'hui, depuis les générations, on leur vend la sécurité, ce qui fait qu'ils ont même peur de leur propre ombre. Et il était très facile, à partir de là, de les manipuler. On nous a bien vendu pour votre sécurité. Maintenant, tu ne peux pas utiliser une cafetière sans qu'il y ait une étiquette dessus pour votre sécurité. On en arrive à ça. Maintenant, Et sur dans les les pour votre micro-ondes, sécurité. tu as vu les micro-ondes, la notice, ne pas mettre d'animaux vivants dans le micro-ondes. Bien évidemment, il y a toujours eu 2 ou 3 crétins qui l'ont fait. Enfin bon, on est à un niveau, je ne sais plus. Moi, je ne veux plus convaincre de quoi que ce soit. Je déplore juste qu'aujourd'hui, en se retournant contre leurs propres enfants, ils sont en train de faire quelque chose qui se faisait pour le dieu Baal. Et donc, ils vont immoler leurs propres Ouais, enfants. on sacrifiait des enfants, oui. C'est terrifiant d'en arriver à ça. Je veux dire, là, vraiment, je ne sais même plus ce qu'il faut dire. Donc, oui, crime contre l'humanité massif. Je veux dire, les nazis vont faire très pâle figure. Les nazis eux-mêmes ont eu juste finalement le tort de perdre la guerre parce que les soviets se sont refait une virginité à Nuremberg. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien pire. Et avec le consentement des victimes, c'est ça qui est glorieux. Ça, c'est très, très fort. Oui, et c'est pas encore. quand on compare ce qu'on est en train de vivre avec ce qui s'est passé dans notre passé, historiquement, que ce soit les génocides ou arméniens ou les génocides juifs avec ce qui s'est passé avec les nazis, on nous dit oui, oh là là, vous êtes des complotistes, comment vous pouvez oser comparer ça? Moi, je leur dis simplement, bah, il y a des gens qui ont vécu dans des camps qui nous disent que nous, on a des alarmes qui s'allument. Si vous ne le voyez pas, bah, nous, on le voit. On a une très très belle lettre de survivants de l'Holocauste qui met en garde et qui dit qu'on est exactement dans le même scénario, bien sûr. Mm. Et le scénario de la haine et de la division, ça commence déjà par l'exclusion de la société. Donc le sujet va être exclu. Et donc tu vois là encore le parallèle avec toutes ces sociétés qui sont à la base d'une idéologie finalement. C'est-à-dire que celui qui adhère à l'idéologie, qui est toujours une idéologie messianique, c'est-à-dire qu'en fait on te vend quelque chose que tu vas acheter qui se propose ni plus ni moins d'être le salut de l'humanité. Tu comprends? Ouais. Si l'islam est vrai, il faut que tous on se convertisse d'urgence à l'islam, parce qu'il n'y a plus rien à dire. L'islam, c'est le message ultime. Dieu a enfin compris. Il a imprimé le bouquin. Il a été un peu con, il a mis du temps. Mais donc maintenant qu'on a le bouquin qui tombe du ciel, ben, on n'a plus qu'à suivre. Bon, donc si le message est vrai, ben, on a plus qu'à se convertir tous. Pareil pour le communisme. Si le message du communisme est vrai, ben, on devrait tous être communistes. Et pareil, si la vaccination et toute la narration est exacte, on n'a plus qu'à sauter les pieds joints dedans. Et tous vont aussi plaider 2 choses. L'échec du système va être attribuable au fait qu'on n'en a pas encore fait assez. Donc, dans tous les pays islamiques où ils crèvent la dalle, où rien ne s'invente et tout le monde a la possibilité d'écraser l'autre parce qu'il a un peu plus de pognon, ben c'est parce que ce n'est pas encore vraiment l'islam comme attend du prophète, voyez-vous. Donc, on n'a pas encore fait assez d'islam. Donc, on a merdé, c'est pas le système qui est en cause, c'est qu'on n'a pas assez bien fait. Pareil, musique, pareil pour les communistes, c'est qu'on n'a toujours pas encore fait assez. Le vrai pays communiste, alors tu sors la Roumanie, ah oui, mais non, ils ne sont pas assez communistes. Ah, les Russes, ah non, mais non, ce n'est pas encore le vrai communiste. Ah, d'accord, tu dis, putain, montrez-moi où il est le vrai communiste, qu'on rigole. Et ici, ça sera pareil, c'est-à-dire que ça va échouer lamentablement, bien sûr. Et dans ce système, celui qui ne se complie pas va être responsable de l'échec du système. Donc typiquement, le dhimmi en terre d'islam, le non-communiste en terre communiste, et bien sûr le non-vacciné en terre de vaccination. Et donc on va faire porter le chapeau aux non-vaccinés, et dans les mois qui viennent, quand les gens triple et quadruple vaccinés vont commencer à crever comme des mouches, comme ça a l'air d'être déjà le cas en Israël, eh bien, on va dire c'est la faute aux non-vaccinés. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation grandiose où on va faire attribuer l'échec d'un traitement à ceux qui ne l'ont pas pris.
Oui, comme l'a dit Castex hier à l'Assemblée ou avant-hier, que de toute manière, oui, il allait faire porter la responsabilité. Le fait d'être citoyen, c'est le fait de faire ce qu'on lui dit, c'est de ne pas mettre en danger l'autre. Et c'est donc de respecter les décisions de l'État. Et du coup, les non-vaccinés sont devenus des non-citoyens. Donc, comme le disent beaucoup, et je le répète, eh bien, si je suis un non-citoyen, pas de problème. Je veux bien être un non-citoyen, donc je ne veux plus payer aucun impôt. Je ne veux plus aller Bien voter. entendu, Bah, ça, bien c'était entendu. déjà le cas. Et, Et et, voilà. et puis on arrive à ce que je te disais initialement, quoi d'autre comme solution que la violence? Il n'y a que l'insurrection qui permettra de se faire entendre. On est face à des gens qui, depuis longtemps, ont quitté toute raison. Tu ne peux pas ni te faire entendre, ni les faire changer d'avis. Or, ta vie directement est menacée. Ceux qui n'ont pas encore compris au terme de leur vaccination que leur vie est en danger, je ne peux rien faire pour eux. Mais les autres qui refusent de se faire inoculer un poison, ils sont libres d'agir en situation d'autodéfense. Alors, justement, je voudrais ton avis de médecin là-dessus. On nous parle de vaccin, vaccin, vaccin. Moi, je emploie toujours le terme injection expérimentale. Hmm. Est-ce que, pour la première fois, est-ce qu'on peut parler d'un vaccin Bien dans sûr le que non, cas de... c'est une thérapie génique expérimentale qui a été injectée en plus de force par la coercition à une population qui n'est pas prévenue qu'elle participe à une expérimentation. Donc ici, on est de manière flagrante en contradiction avec tout ce qui s'est signé depuis la fin de la guerre, c'est-à-dire le Code de Nuremberg, qui a été encore validé par des tas d'autres protocoles, et notamment à Oviedo, où je crois que la France a signé en 2012. Ça veut dire qu'en fait, on est en crime contre l'humanité de manière massive. Donc tous ces gens-là doivent être pendus. Je suis désolé, je veux dire, il faut leur faire le même tarif qu'aux nazis. Ce qu'ils font est encore pire, puisque ce n'est même pas à l'échelon d'un pays, mais c'est à l'échelon de la planète. On est en train d'assister probablement à un génocide mondial. Ouais. Et donc, on sait ce qu'il y a vraiment dans ce foutu vaccin-là, Non, ce il y a dont... les Espagnols qui se battent pour le savoir. J'espère avoir des nouveautés de moi-même, je te tiendrai au courant. Mais très clairement, la Quinta Columna en Espagne, qui a fait un très beau boulot, hein, puisqu'ils sont arrivés à faire rembourser les amendes. Ouais, j'ai vu ça. Bon, hein, c'est magnifique. Ouais. Mais donc, je crois qu'ils sont largement dignes de foi. Mais là encore, ce sont des gens qui se battent pour la vérité. Le problème, tu vois, c'est conscience implique vérité. C'est-à-dire que si tu es conscient, tu dois toujours faire un chemin vers la vérité. C'est un chemin. Mm. Et celui qui est dans ce cheminement vers la vérité ne peut pas adhérer à une telle doctrine. Les autres sont cueillis comme des fleurs parce que justement, ils n'étaient pas dans un chemin de vérité. Donc la Quinta Columna a montré, et ça a l'air d'être corroboré par des tas d'autres équipes, qu'il y a du graphène, de l'oxyde de graphène dans les vaccins. Alors je me demande ce que ça fout là-dedans. Après, il y a un problème qu'il semble, et moi j'ai fait pour l'instant que des expériences contradictoires. Donc j'ai un nouveau vacciné qui ne présente pas de signal Bluetooth, mais j'en ai d'autres qui ont un code qui est détectable. Alors, sur les iPhones natifs, ça ne marche pas, mais moi je n'ai pas les Samsung, mais sur iPhone, d'installer un logiciel de détection. Et donc, j'ai lu des rapports aussi de gens très compétents qui ont installé des antennes et puis qui en sont maintenant à tester les gens au fond des grottes pour vérifier que c'est bien d'eux que ça provient. Donc, il semblerait qu'il y ait bien un signal Bluetooth qui soit émis, mais là, ce n'est pas ma compétence. Moi, mon problème, en tant que médecin, ça va Ouais. être de dire, mais comment on va arriver à sauver les gens qui vont crever comme des mouches du fait de la vaccination? Et ça va être un sacré challenge. Les gens, par exemple, qui font des complications sanguines après l'injection, qui commencent une phlébite qui va menacer de se propager au poumon, l'expérience montre que j'en rame. C'est vraiment très dur à soigner, alors que d'habitude, en homéopathie, une phlébite ou même une embolie pulmonaire, excuse-moi de rigoler, il y a des gens qui ont encore des souvenirs à l'hôpital à l'époque où je sévissais. Alors que là, eh ben, c'est très difficile à les réparer. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, je dirais, de cassé à l'intérieur. Et je ne sais pas où on va, mais ça va être absolument terrible. Je pense que l'année qui vient, les 2, 3 années qui viennent seront terrifiantes parce que dans l'expérience, l'histoire montre que en aucun cas, un système est capable de se critiquer. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est plus de plus, chose qu'on a toujours vue. Et en faisant Ouais. plus de plus, chose qui était prévisible, dès de vive main, je l'ai dit, on va commencer à ostraciser les non-vaccinés et à leur faire porter le chapeau. Donc, l'un des intérêts aussi de vacciner tout le monde, alors s'il y a un plan global de dératisation de l'humanité, bien sûr, ça se comprend, mais en même temps, c'est que tu as assisté à ça avec les enfants, c'est que tu ne peux pas faire de cohorte de comparaison entre des vaccinés et des non-vaccinés. Quand ça va devenir la norme d'avoir 1, 2 ou 3 maladies auto-immunes, ou ton cancer à 10 ans, ou ton machin pas possible, ta maladie du sang invraisemblable, si on compare ça avec une cohorte de non-vaccinés qui n'auront pratiquement rien, effectivement, ça va être hurlant. Donc, il faut que tout le monde soit vacciné.
Et ce qui est terrible à dire, mais c'est vrai qu'on ne manque pas de collabos, quoi. Quand tu vois tous ces médecins de plateau qui osent dire des choses effrayantes, je veux dire, c'est d'un autre âge, mais que les gens ne voient pas le rapport avec ce qui s'est passé, c'est affligeant. Je ne peux même plus dire d'argument. C'est si tu ne les vois pas, c'est que tu ne veux pas les voir, mon chéri. Ouais. Pour moi, c'est des campagnes de pub. Ce qu'on voit à la télé quand ils viennent défiler, c'est une campagne de pub. Ils viendraient nous vendre une lessive ou le dernier polo à la mode. Pour moi, ça serait la même. Mais tu vois, c'est terrible parce que ce sont ce qu'on appelle des messianismes, c'est-à-dire qu'on te propose un salut de l'humanité. Alors là, ici, par la vaccination, bien sûr, l'autre par le bouquin qui est tombé du ciel, l'autre par les écrits géniaux sur la société de Carlo. Et dans tous les cas de figure, tu vas être amené à adhérer. Je pense que le terme adhésion est bien parce que tu vas coller à un truc et tu t'en décolles plus. Et il y a à un moment donné un processus vraiment de clivage de l'esprit. C'est-à-dire que tu as beau sortir tous les arguments logiques, ils ne seront pas écoutés. Ils seront absolument remis en cause sans arrêt. Ou alors, ah ben oui, mais moi je crois autre chose. Dans tous les cas de figure, il y a une déconnexion. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas raisonner. Et ce qu'on nous vend habituellement, c'est vrai parce que la majorité le pense. C'est juste terrifiant, parce que là aussi, c'est encore une autre forme d'agnotologie. Le journaliste là-bas, sur l'émission où j'ai participé à Infrarouge il y a presque un an, qui me disait il doit avoir raison, puisque la majorité pense comme eux. Je lui dis, mais vous foutez de ma gueule, la science, c'est juste le contraire. C'est ce qu'a montré Thomas Kuhn dans son livre Immortel, la structure des révolutions scientifiques. Il montre qu'en fait, c'est un mec qui a raison contre vent et marée, contre tout le lot des autres abrutis qui se sont hissés à un niveau de connaissance et qui se maintiennent comme ça, qui n'ont jamais rien inventé, et que ça sera après sa mort. Voilà. Donc, il suffit en médecine aussi de regarder comment Hahnemann a été traité, le fondateur de l'homéopathie. Il a été littéralement persécuté. Il suffit encore de voir, par exemple, comment Semmelweis a été traité. C'est le gars qui a osé dire qu'il faudrait se laver les mains avant d'accoucher les femmes, t'imagines? Oui. Et de préférence, se laver les mains en sortant de la salle d'autopsie. Mais ils l'ont rendu fou. Plutôt que d'admettre qu'il avait raison, ils sont allés contaminer sciemment ses parturientes pour lui dire « Tiens, pauvre con, t'avais tort. » Et le mec est devenu fou. C'est épouvantable. Il n'y a pas de pire qu'un médecin, en fait. Toi, en tant que médecin, tu as soigné le Covid. Tu as eu des patients. Oui, mais c'est comme si je me glorifiais d'avoir soigné un rhume. Tu parles. Bon, alors la première vague, il y avait volontiers des gens qui faisaient une difficulté respiratoire. Ça, dans l'immense majorité des cas, ça a très bien fonctionné avec ammonium carbonicum, qui est un gros remède à la fois de démaiguer du poumon, je vais dire OAP, mais c'était pour les initiés. Et oui, mais aucune épidémie n'est à craindre avec l'homéopathie, c'est pas le problème. Si l'homéopathie s'est maintenue, c'est justement par ses résultats toujours brillants dans les épidémies. Fièvre jaune, choléra. À l'époque où Hahnemann débutait ses découvertes, la rougeole, oui, là, tu pouvais craindre. La mortalité, c'était 30%. Oui. D'accord. Et donc, l'anecdote, je la narre rapidement, c'est que ça a fait tellement de bruit, je crois qu'il était à Leipzig à l'époque, que il y a un jeune assistant de l'hôpital classique qui est chargé par son patron de rédiger vite un pamphlet contre cette saloperie d'homéopathie qui prétendait soigner la rougeole, que c'était un scandale, etc., et qu'il fallait faire taire ce charlatan. Donc, le jeune homme en question s'appelait Constantin Hering et qui va devenir un des plus grands homéopathes que la Terre ait porté. Et donc, Hering dit, pas de problème, je vais faire le boulot, j'y vais. Et donc, il se rend chez Hahnemann. Tu vois, là encore, la démarche, c'est que c'est une recherche de vérité. C'est pas, je vais rédiger mon texte comme l'illustre bipède en Suisse qui a fait paraître un article dans Le Temps qui s'appelle Monsieur de Nantermo, qui est juriste et qui n'a évidemment pas la moindre notion de médecine. Donc, j'ai envoyé une réponse qui a été aimablement publiée par Le Temps. On peut les remercier pour le coup. Et donc, Hering voit Hahnemann et là, il est halluciné. Il dit, c'est pas possible, je dirais, que je veux les donner moi-même, les médicaments. Faites seulement, mon petit, faites. Et puis, donc, tous les enfants, les uns après les autres, sont parfaitement traités. Il n'y a aucune perte. Il a 0 perte, c'est-à-dire qu'il n'a personne qui meurt. Donc, il revient chez son patron quelques temps après, et puis il dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire le papier contre l'homéopathie, je deviens homéopathe. Mais j'ai entendu dire aussi que, il me semble que c'est le père Rothschild qui était soigné en homéopathie. Donc, c'est le père Rockefeller, pardon. Le père senior, qui était soigné par Eugène Austin, qui était moitié indien. Il faudra qu'un jour je te ressorte des photos, quoi. Il ne manque plus que la plume derrière. Le mec, il a une prestance d'enfer, une carrure comme ça. C'était un des meilleurs élèves de Kent.
Et donc, il soignait Rockefeller. Et bien sûr, c'est Junior qui a eu l'idée. Donc, tout ça, après, il y a des notions qui demanderont à être éclaircies. Par exemple, Rockefeller s'est confié à Gates, un dénommé Gates, qui était pas rabbin, mais comment on dit ça chez les protestants, j'ai mangé le truc, un pasteur. Pasteur, oui, c'est ça, je le cherchais aussi, Pasteur. Ça me fait marrer, toutes ces histoires humaines. Et donc, le pasteur Gates était chargé de distribuer l'argent entre l'allopathie et l'homéopathie. Donc, il était aux premières loges et pour des raisons très obscures, il n'a donné le pognon que l'allopathie. Et toute la mécanique a été mise en branle par Junior pour saisir la médecine et faire la médecine industrielle que nous connaissons pour distribuer les produits du pétrole. Alors, ils ont commandité un rapport, ça se fait toujours, le coût du rapport tout à fait neutre, hein, bien sûr, c'est comme des comités comme d'experts. d'habitude. Voilà. Oui. Il a été fait par un dénommé Flexner, qui était un gredin réputé, quoi, je veux dire, un charlot, tout comme l'association médicale américaine, l'AMA, a été lancée par leur journal, qui a commencé tout de suite à forniquer avec les labos pour dire on vous fait de très beaux articles sur vos médicaments, vous nous donnez le pognon et on va s'arranger. Donc voilà, tout ce petit monde s'est mis en place dans les années 1910-1912, en même temps que la Fed prenait le pouvoir, en même temps qu'on commençait la Première Guerre mondiale, comme ça on avait tout de suite tous les effets du pouvoir monétaire en place. Ouais. C'est absolument terrifiant. Terrifiant. On a vu que les gosses, pardon, les gosses sont aujourd'hui dans le viseur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents qui doutent, qui se posent des questions, qui se disent bon, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois faire vacciner mon enfant? Est-ce que je ne dois pas le faire vacciner? J'ai peur qu'il chope des maladies parce que là, on me dit que les hôpitaux ont vu des cas avec des enfants oui, c'est curieux dans parce les que hôpitaux. c'est maintenant qu'on te fait la propagande de nombreux cas d'enfants, etc., de bébés, de tout ce que tu veux. On voit aussi qu'il y a une nouvelle maladie qui ferait que les femmes perdraient les bébés, mais personne ne va mettre en cause la vaccination. On a vu dans les expérimentations, la vaccination a créé un tel taux de fausses couches que c'est même plus à peine d'en parler. Ce que je peux leur dire, c'est rien. Si c'est rien, faites-le. Aujourd'hui, je les encourage, puisque ici, ils ont renoncé à voir que les enfants ne peuvent pas mourir du Covid, qu'ils ne peuvent pas le transmettre, parce qu'on sait très bien qu'un sujet qui ne présente pas de symptômes n'est pas contagieux. Les Chinois ont fait une étude sur 10 millions de personnes qui ont largement montré qu'il n'y a pas de transmission sur les sujets asymptomatiques, de même qu'on savait très bien que si tu n'as pas le rhume, tu ne peux pas le coller. À partir de là, je ne peux plus rien pour eux. S'ils veulent en plus détruire leurs enfants, mais faites. Je veux dire, moi, je te dis, on n'est plus dans une situation où la raison est là, on n'est plus dans une situation où l'argument logique va porter, on est dans une espèce de peur, mais que j'espère t'avoir très bien décrite, qui est un mécanisme sectaire, où tu as l'inventeur de l'idéologie qui te propose son idéologie salvatrice, et c'est très allopathique encore. Il y a une facette que je ne t'ai pas décrite, c'est la facette du pur et de l'impur, qui est fournie dans le package. Donc ici, dans toutes les religions, on va dire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est pur et ce qui est impur. Ça te permet tout de suite de classifier le non-croyant comme impur. D'accord. Ça, c'est strictement codifié, par exemple, dans le Coran, c'est que du coup, tu as ton statut de dhimmi, tu es un croyant et tu es protégé au sens où le mafieux te protège, quoi. Et ici, le pur et l'impur, ça se comprend au niveau contagieux. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la pensée de Pasteur a été de désigner le germe comme l'unique responsable, ce qui permet de taper le germe, c'est-à-dire d'aller se focaliser au dehors. Le problème ne vient pas de moi, c'est parce que j'ai un germe qui m'a touché. Mais de se remettre en cause, de dire qu'il y a en fait toute une constellation, comme disait Hippocrate, qui se met en branle pour que finalement tu sois réceptif et que la maladie se développe, ça, c'est un autre problème. Mais l'industrie vendait ses produits pour tuer les germes. Pasteur satisfaisait sa vision complètement paranoïaque des choses et ça permettait vraiment d'expliquer que tu n'es pas tombé malade parce que ta femme t'a quitté, tu n'es pas tombé malade parce que tu as été surmené, tu n'es pas tombé malade parce qu'il y a des tas de raisons. Non, c'est parce qu'il y avait le germe. Et donc, on a ainsi complètement déblayé la notion de susceptibilité individuelle qui explique que tu puisses contracter la maladie ou pas. Et puis que le simple contact suffit, d'où les combinaisons de cosmonautes qui vont aussi avec le narratif du système. Et ainsi, là encore, ça renforce l'idée que nous, les vaccinés, sommes les purs, et nous ne pouvons pas apporter la souillure en nous qui est le germe, tandis que les autres vilains non vaccinés, par définition, sont eux qui portent le germe. Et tu vois comment ça se décompose très vite.
Et c'est vraiment, si tu étudies l'histoire et notamment des religions, tu te rends compte que tout ce mécanisme est vendu avec le Oui, c'est un mécanisme qui est bien rodé, quoi, depuis des très siècles et bien des rodé. siècles. Ouais. Ouais. Et cette notion d'obéissance aux règles, en plus, permet aussi de quantifier le croyant. C'est-à-dire que, tu vois, comme c'est un dévoiement par rapport à la notion de félicité divine, non, tu es plus croyant que l'autre parce que tu observes encore plus de règles que l'autre. Donc, il y a toujours, par Ouais. exemple, plus musulman que l'autre, ce qui permettra d'aller casser la gueule d'autre parce qu'il n'y a pas assez musulmans, machin. Tu vois d'ailleurs les mecs de Daesh qui sont dans l'islam le plus pur, qui estiment à juste titre que les autres sont des mous, des mous du genou. Ouais. Et pareil pour le communisme. Tu vas comprendre encore que plus tu observes des préceptes de Marx et machin, plus tu es encore plus communiste, machin, que les autres, ils sont communistes demi-teinte, quart de teinte, et donc massacrables à volonté et purgeables, comme disait notre regretté camarade Staline. Ici, c'est exactement pareil. Plus tu vas adhérer aux lois, aux protocoles, aux machins, à faire que tu vas rituellement te rincer les mains, ce qui est encore une façon très rituelle dans la nouvelle église de vaccinologie, et plus tu vas être un croyant digne, tu vois, et donc tu seras accepté dans les cénacles du pouvoir. C'est vraiment pitoyable, toujours la même histoire. Ouais. Puis là, on le voit aussi à l'approche des élections, en tout cas en France, dans 3 mois maintenant, 3-4 mois. La plupart des candidats là se révèlent un petit peu récalcitrants, on va dire. Oui, ben, le 6 mois, dans mon programme, ce sera, je ne mettrai pas le pass. Non, non, il n'y aura pas de discrimination. Je t'interromps, excuse-moi, parce que j'ai la batterie qui arrive au rouge. Il va falloir qu'on conclue, mais on pourra poursuivre notre entretien quand tu voudras. Avec Je plaisir. m'excuse, j'ai pas, mais je pense qu'on a déjà fait le tour du sujet Covid. Euh, je crois que la crise a été une révélation Ouais. que nous vivions en fait dans un monde complètement huilé de marionnettes. Le jour où j'avais compris ça, je crois que j'allais prendre le train, puis j'allais désœuvrer dans le point relais, qui là aussi, tu vois, tout est conglomératisé, il n'y a plus qu'un seul machin qui vend toutes les revues. Et donc, dans ce truc de rue, bah, tu avais pour tous les lectorats, pour tout ce que tu veux, les gays, les gouines, les sportifs, les photographes, les machins, enfin, je veux dire, tout ce que tu peux imaginer, tu as. Et ben là, de la même façon, j'ai fini ce jour-là par comprendre que le monde politique, c'était exactement ça. C'est-à-dire que tu avais chaque mec de l'opposition contrôlée qui allait attirer à lui tel groupement de personnes. On pourra ensuite s'étendre longuement sur la manière de s'occuper des minorités et de se poser en parangon de vertu pour protéger des folies, mais c'est un autre sujet. Donc, en fait, oui, et tu as vu beaucoup de syndicats monter au front pour défendre les Non, travailleurs qu'on zéro. a virés sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés. Non, zéro, je les ai Les vus mecs bien qui bâillonnés, hurlent. moi. Le patron des Insoumis, au 1er mai, qui manifestait avec un masque sur la gueule Voilà, en voilà. plein de manif, quoi. Donc, Donc, tu rigoles doucement. Et ouais. donc, on en revient à une seule chose, il n'y aura que l'insurrection, mais réellement populaire, pour sortir ces mecs. Je veux dire, toutes nos instances sont minées, tout a été soigneusement noyauté depuis des années, tout est gangréné, et l'espoir est faible, mais j'espère que quand ils auront enfin... Parce que quand tu as vacciné ton gamin qui va mourir, soit tout de suite, soit un peu plus tard, soit il va nous faire de la myocardite. Alors maintenant, aujourd'hui, on nous vend, c'est une petite myocardite. Tu vois, Oui, c'est petit, c'est pas grave. c'est une petite myocardite, mais ça valait la peine parce que sinon, lui-même serait du coup un dangereux porteur de virus, et tu en reviens à la vieille dialectique des purs d'un côté et les impurs de l'autre, tu Mm. comprends? Ok, C'est bah Edouard, en tout cas, je te remercie d'avoir participé à ce premier volet avec moi. Et on se retrouve bientôt pour un deuxième volet. Je te Elle est souhaite. chouette. Moi, il faut que je dégage le temps pour ça. Mais j'en suis ravi. Je crois qu'on était pas mal, parce qu'en étant tenu par le temps et le rouge là, qui commence à arriver, bah, ça m'a obligé d'être un petit peu, non pas circoncis, mais concis. C'est pas mal. Ok, merci Edouard. Et je te dis à bientôt. Bisous. Bisous.